Voilà, Lisa, salut. Bonjour, pardon, j'avais de la peine à me connecter, mais c'est fait. Pas de problème. Donc, j'ai déjà posé le cadre général en termes du format Europe at Lunch. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je te souhaite la bienvenue pour cet épisode consacré aux partis politiques. Justement, on fait le tour des partis. La semaine passée, on était au centre. La semaine prochaine, au PS. Aujourd'hui, avec toi et chez les Verts, je te laisse volontiers la parole pour un petit peu nous faire part de ton regard sur ce paquet Suisse UE, sur ce qui a été communiqué, présenté, selon quoi aussi, ou alors je viendrai avec encore deux, trois questions, l'état des discussions au sein des Verts ou le cas échéant, les prochaines étapes qui sont prévues durant cette phase de consultation et au-delà. Euh, mais voilà, tu es une grande connaisseuse de ce dossier. On te connaît bien. Tu t'engages pour une Suisse ancrée en Europe, engagée en Europe. Et ça nous fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Parole à toi. Merci beaucoup, merci pour l'invitation et merci à vous toutes et tous pour la présence. Est-ce que je le fais en français ou Volontiers en en français, puis les français? questions, on les prendra en français et en allemand. Ok, d'accord, très bien. Et je fais volontiers une introduction, puis après, je réponds Sans... aux questions. Mhm. Euh, donc pour nous, c'est un paquet un paquet d'accords qui est essentiel pour deux raisons. D'abord parce que les accords actuels sont dans un état d'érosion. Enfin, il y a une illusion que si on refusait ce paquet, on pourrait maintenir un statu quo, ce qui n'est pas le cas. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le rappeler parce que les gens se disent, ah ben on a ce qu'on a et pourquoi on devrait changer? Ben non, si on veut maintenir aussi ce qu'on a, on a besoin de ces nouveaux paquets d'accords et en particulier du mécanisme institutionnel. Euh, donc, c'est essentiel pour cette raison, mais c'est aussi essentiel à un moment où, d'un point de vue géopolitique, la Suisse doit aussi s'ancrer dans le lieu où elle est, c'est-à-dire en Europe, et garantir des bonnes relations avec ses voisins. Et ces relations avec ses voisins, c'est pas seulement des relations économiques, c'est aussi des relations économiques, évidemment, parce que c'est notre principal partenaire, mais c'est aussi des relations humaines, des relations en termes de recherche académique, de projets culturels, d'échanges d'étudiantes et d'étudiants, enfin de mobilité pour les étudiantes et étudiants, et évidemment pour toutes les familles qui travaillent en Suisse et qui viennent de l'Union européenne, ou les familles suisses qui travaillent dans l'Union européenne, c'est une plus grande sécurité et une amélioration aussi du statut de séjour ou des perspectives de séjour. Et ça joue un rôle très important pour nous. C'est aussi un projet humain qu'on vit au quotidien. Quand on pense à il y a 20 ans, on a une autre réalité par rapport à la migration européenne. Ça fait vraiment partie du quotidien. C'est essentiel pour un grand nombre de domaines vitaux. On peut penser au domaine de la santé ou de la restauration gastronomie. Euh, mais donc la migration, pas simplement comme force de travail utilitariste, mais aussi comme espace de liberté et de droit. Et c'est aussi ce qui est renforcé par ce paquet d'accords. Le travail qu'on a fait au sein des Vertes et des Verts, c'est justement depuis quelque temps déjà, puisqu'on avait soutenu ou on a co-lancé l'initiative Europe, qui malheureusement n'a pas pu aboutir, mais on a co-lancé l'initiative Europe. Et dans ce cadre-là, c'est aussi tout un travail interne qu'on a fait sur l'importance de l'Europe pour la Suisse et de bonnes relations en Europe pour la Suisse. Et là, on a communiqué autant à la fin des négociations que pour la sortie du message de manière très positive. Et je peux aussi dire que, ou comme signal d'un bon soutien de la base des Vertes et des Verts, on n'a pas eu de retour de nos membres qui n'étaient pas satisfaits suite à notre communication. Donc, c'est plutôt un bon signal. À côté des accords, donc du renouvellement des accords de base, il y a aussi les nouveaux accords et en particulier l'accord sur l'électricité, qui est un grand enjeu, je pense, pour l'ensemble de la gauche, puisque cet accord sur l'électricité, il va avec ce qu'on peut appeler un marché ou l'intégration dans le marché et donc le libre choix pour les consommatrices et consommateurs. Et puis, pour la gauche, ben, ça rappelle pour certaines et certains la question de la libéralisation du marché, le référendum qu'il y a eu il y a quelques 20 ans de ça.
sur la libéralisation du marché. Et c'est vrai qu'à l'époque, on était clairement opposé à la libéralisation du marché de l'électricité et qu'aujourd'hui, on doit voir que ce n'est pas le même projet ni le même sujet qui est soumis à votation. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est prononcé très tôt en faveur de l'accord sur l'électricité, pour plusieurs raisons, mais d'abord pour la sécurité de l'approvisionnement. On sait qu'on est non seulement au centre de l'Europe, mais qu'on est ultra connecté, que les électrons passent par chez nous et sortent et entrent de la Suisse. On a 40 points de connexion avec les pays voisins. C'est le pays en Europe qui en a le plus. Et ça crée une nécessité de collaborer mieux avec l'Europe, aussi sur le plan technique, pour assurer l'approvisionnement du pays. Si on ne le fait pas, la conséquence est qu'on doit faire des réserves plus grandes en Suisse pour garantir l'approvisionnement. Et donc, en fait, on doit produire trop pour rien, alors qu'on pourrait mieux collaborer avec les voisins. Et si on ne le fait pas, on risque notamment d'avoir des restrictions à l'importation qui sont pour nous en hiver très problématiques, puisqu'on est vraiment complémentaires avec les pays voisins en hiver. On a plus des difficultés d'approvisionnement en hiver, alors que l'éolien en Allemagne, en Italie notamment, sont des piliers de l'approvisionnement qui nous sont aussi utiles. Dans le cadre de cette négociation, il y a des éléments qui sont importants aussi pour protéger les consommatrices et les consommateurs. D'abord, qu'ils peuvent rester dans l'approvisionnement de base, dans le service universel, ce que feront probablement la plupart des gens, l'écrasante majorité des consommatrices et des consommateurs. Fondamentalement, ce n'est pas une grande différence, mais c'est un accès garanti à tous les espaces de décision au sein de l'Union européenne, autant sur le plan technique que sur le plan politique. Et à ce titre, c'est aussi une plus-value pour la Suisse. Sur ce sujet, il y a peut-être plus de discussions au sein des Verts et des Verts, en particulier en Suisse romande. Et sur ce sujet, on a prévu à l'interne du parti aussi des espaces de discussion, d'échange, de débat, pour pouvoir justement euh, affirmer une position plus, disons, la plus unitaire possible, en sachant qu'on a déjà aussi communiqué sur cette question. Voilà, comme tour d'horizon, Raphaël, je ne sais pas si ça te convient. Merci. Peut-être une question additionnelle sur un peu le calendrier. Comment est-ce que toi, tu vois les choses par rapport à la suite? C'est vrai que normalement, si tout se passe bien l'année prochaine, le Parlement devrait pouvoir se saisir du dossier. Et ensuite, c'est pas exclu qu'on puisse voter en 2027. Certains pensent que ça sera peut-être 28. Enfin, comment est-ce que par rapport à ce calendrier-là, tu vois comment est-ce que les Verts voient la chose? On, on aimerait bien que cette question soit tranchée avant les élections pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça voudrait dire aller vite, ce qui serait positif. Par ailleurs, je suis personnellement d'avis que si c'est tranché après les élections, ce sera probablement juste après. Et du coup, ce sera un des thèmes principaux de la campagne électorale. On n'a pas de problème avec notre opinion, donc on peut très bien aller en campagne électorale et défendre notre opinion. Mais ça peut avoir un effet très mobilisateur pour les électrices et électeurs de l'UDC. Et la question, c'est pas vraiment est-ce qu'on convainc ou pas, mais on arrive à mobiliser le plus. Et on pense que ce serait pas forcément positif, même pour le positionnement du centre et du PLR, que ça fasse partie de la campagne électorale. Ils pourraient peut-être être davantage sur la réserve dans leur positionnement. Est-ce que c'est possible? Alors, du point de vue du calendrier, oui. Après, il faut une volonté politique. Et là, ça va se jouer au Parlement. Non seulement la volonté politique d'avancer rapidement, mais d'avancer avec un projet qui puisse rencontrer une majorité. Et là, je pense il faut vraiment souligner l'importance des mesures d'accompagnement. C'est du droit intérieur, hein. Donc il y a une grande marge de manœuvre du Parlement sur les mesures d'accompagnement. On sait donc de protection du marché du travail et des salaires. On sait que le Parlement, les parlementaires de droite n'aiment pas quand il y a des compromis qui sont tissés en dehors du Parlement, les reprendre tels quels. On peut le voir par exemple avec le compromis qui avait été passé entre
les représentants du patronat et des syndicats sur le deuxième pilier. C'était un compromis tout bien fait, tout parfait, tout le monde était content. Ça a été complètement retourné au Parlement. Et on espère que là, il y aura une volonté politique plus forte d'avoir une majorité et donc de plus ou moins en l'état accepter et reprendre les mesures d'accompagnement et donc de protection des salaires telles que proposées de façon commune par les représentantes et représentants du patronat et des syndicats. Ça, c'est peut-être un élément de réflexion. Puis, il y a une chose que j'ai oubliée. Euh, dans le paquet ou dans les mesures d'accompagnement, justement, il y a toute la discussion autour de la clause de sauvegarde. Donc, une clause qui permet à la Suisse, disons, unilatéralement de prendre ou de soumettre des mesures de restriction de l'immigration. Nous, on estime que cette clause de sauvegarde n'est pas nécessaire. On estime que telle qu'elle est formulée, on a de la peine à voir ce qu'elle signifie exactement, notamment est-ce que ça veut dire des restrictions au regroupement familial, est-ce que ça veut dire euh, quand même un encouragement du travail au noir, parce que quand on ferme l'immigration, on sait que souvent on a quand même besoin de la main-d'œuvre. Et donc on crée aussi une situation qui est favorable à des situations plus proches de l'exploitation, ou moins régulées. Et puis, on trouve surtout que ça envoie un très mauvais message sur la signification de l'immigration européenne pour la Suisse, à un moment où, en fait, on est complètement dépendante et dépendant de cette migration européenne parce qu'on a une population vieillissante, euh, où cette population apporte en réalité, finance plus l'AVS et les caisses maladies qu'elle n'en profite. Euh, et du coup, de donner ce faux message, de dire l'immigration est un problème et de nourrir le discours xénophobe de l'UDC nous semble contre-productif. Voilà. Merci pour ce complément. Effectivement, je crois que je vais directement voir si est-ce qu'il y a des questions dans le public, ouvrir la discussion. Comme dit, soit lever la main en français, en allemand, ou alors dans le chat par écrit. Sinon, j'enchaîne avec une question. Werner. Alors, le son est coupé, Werner. Voilà. Une question euh, concernant le procès de ratification dans la communauté. Ça dure combien de temps, à peu près? Alors, j'avoue que je ne sais pas combien de temps ça dure. Je ne sais pas si Raphaël, tu as plus d'informations. C'est une bonne question. Non, j'ai pas non plus de chiffres Mais on peut volontiers se à donner. renseigner et Oui, on transmettre peut absolument. l'information par la suite. Oui, on peut clarifier ça. Monsieur Giner, le son est coupé aussi. On vous entend pas. Réactivez votre micro. Et ah voilà, oui, Voilà. bonjour. Donc, bonjour. J'ai mis sur le chat un document et la Mhm. fontaine de ce document, c'est aussi Denise Roman de Neuchâtel. Et le document, ça a été déjà présenté dans l'Assemblée générale de 2023. Et en plus, enfin, je crois que j'ai seulement une chose à lutter dans l'association, et c'est de convaincre, pas seulement l'association, mais aussi toute la Suisse, que la Suisse n'a rien à faire dans l'Union européenne. Et de la même façon que l'année passée, ou le siècle passé, a été réfuté l'entrée de la Suisse dans l'Europe, ou l'Union européenne, ça va aboutir la même chose, faire ce qu'on veut faire. Parce que les sens communs, c'est toujours dans les citoyens.
Et c'est les politiciens qui sont toujours, pas tous et pas toujours, mais ils vont dans un chemin tout à fait différent de ce que les citoyens normalement veulent aboutir. Et pourtant, alors, si vous lisez les documents que nous avons préparés dans le Parti fédéral européen, que nous sommes la branche d'Espagne, il y a aussi un autre en Suisse et un autre en France, et nous faisons ce que nous pouvons. Et c'est pour ça que maintenant, les politiques qui ont été représentés aujourd'hui pour Madame Lisa, je veux vous demander si vous ne voyez pas que l'Union européenne était déjà longtemps pas bien. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Et à la Merci. fin, ils sont Merci. devenus déjà pour la guerre. Et ça, c'est va pas, ça ne c'est pas possible. Depuis que l'Europe, il Merci. veut être le Napoléon, alors ça va pas. Alors, il faut convaincre la politique, le parti politique suisse qu'il faut changer les chemins. Et il faut le Merci. montrer dans les documents. Merci Alors, je beaucoup. lirai volontiers votre document à l'issue de la séance. Euh, Peut-être il y a deux choses à dire. C'est que d'abord, ce n'est pas une proposition d'adhésion à l'Union européenne, hein, c'est des accords bilatéraux. Euh, voilà, on verra combien de temps durent les accords bilatéraux, mais c'est des accords bilatéraux, ce n'est pas une proposition d'adhésion. Puis la Suisse pourra continuer à décider de façon libre de la manière dont elle reprend le droit européen avec des possibilités de référendum. Et ça, je pense que c'est important. En fait, on garde les outils démocratiques suisses tels qu'on les connaît, avec même plus de flexibilité probablement que ce qu'on connaît pour Schengen-Dublin dans cette nouvelle règle. Donc, ça, je pense que c'est important. Ensuite, concernant ce que vous dites, moi, je ne suis pas non plus d'accord avec toutes les décisions de l'Union européenne, mais alors je peux vous dire que je ne suis pas non plus d'accord avec toutes les décisions de la Suisse. Donc, on doit se battre avec les majorités politiques qu'on a et essayer de les faire changer. Et malheureusement, effectivement, l'extrême droite s'est renforcée au sein de l'Union européenne, mais aussi en Suisse. Donc, on est soumis aux mêmes tendances, ce qui n'est pas très étonnant. Et je pense qu'on a intérêt à collaborer pour proposer un autre projet parce que le débat, il dépasse les frontières, hein. Et puis, c'est juste demander dans le chat Oui, quand est-ce qu'on va voter sur l'initiative d'isolement ou de Suisse à 10 millions. limitation de la Suisse à 10 millions de l'UDC. Alors ça, c'est aussi ouvert, mais maintenant que la commission du Conseil national, des institutions politiques du Conseil national a refusé un contre-projet, ça pourrait aller assez vite. Donc, on pourrait avoir une votation dans le premier conseil en septembre, une votation dans le deuxième conseil en décembre, et déjà dans le premier semestre 2026, une votation sur cette initiative. Et je pense que c'est bien de le souligner parce que ça va être le premier défi de refuser cette initiative et de rassembler toutes les forces euh, différentes et plurielles qui s'opposent à cette initiative. Et peut-être un complément, c'est vrai que maintenant ça se précise, elle sera effectivement soumise au vote très probablement avant le paquet d'accords. C'était une grande discussion. Dans quel sens est-ce que c'est le plus avantageux pour ceux qui promeuvent un renforcement des relations avec l'UE? Comment est-ce que tu vois la chose ou l'impact que ça peut avoir sur la votation de 2027-28? Bon, d'abord, je pense que ça peut forcer les différentes forces, y compris, je dirais, les milieux patronaux et autres, à s'engager fortement dans la campagne contre cette initiative de l'UDC qui nous isolerait. Moi, je suis persuadée que c'est favorable qu'on tranche cette question en premier. Cette initiative, elle est extrême, elle est irréaliste, elle est en fait, si vous lisez vraiment le texte, c'est soit un retour au statut de saisonnier et une rupture des accords bilatéraux. C'est pas comme l'initiative à l'époque sur l'immigration de masse qui avait été acceptée le 9 février 2014 parce que cette initiative, elle est claire, contrairement à la précédente, elle laisse aucune marge de discussion. Et je crois qu'il faut la combattre avec conviction et assurance et pas trop se laisser impressionner par cette initiative. Le signal de la commission qui dit on ne veut pas de contre-projet et du PLR qui se positionne clairement est plutôt favorable. La seule réserve ou la seule
je dirais la seule réserve que je peux avoir personnellement, c'est une campagne qui commencerait à cibler et à attaquer le droit d'asile pour détourner de la question de la migration. Le droit d'asile n'a pas cessé d'être restreint en Suisse. Je crois qu'il est suffisamment restrictif et qu'il ne s'agit surtout pas de jouer. Je pense que si on entre dans une rhétorique où on dit on tire sur l'immigration, quel que soit le type d'immigration, ça va être négatif pour le résultat. Merci. Dominique Martin, une question. Oui, merci beaucoup, Raphaël. Mon nom est Dominique Martin de l'Association des entreprises électriques suisses. Alors, merci beaucoup pour l'organisation de ces événements. Merci beaucoup à les Amazon et ouvert pour votre soutien très rapide à ce paquet d'accords, y compris à l'accord sur l'électricité. Nous avons beaucoup apprécié aussi votre soutien lors de l'ARENA, notamment à la SRG. Hein. Vous avez pu prendre la parole, heureusement, à la fin, parce que ceux qui étaient au premier rang, pas dit grand-chose de substantiel sur l'accord électricité, ce qui était assez dommage. Et je pense que votre positionnement est particulièrement important pour la discussion politique à gauche, notamment, et face à certains arguments complètement mensongers qui sont avancés par certains collègues socialistes romans. Et donc là, vous coupez un petit peu l'herbe sous les pieds de ces arguments pseudo-environnementalistes contre l'accord sur l'électricité en vous positionnant là-dessus. Donc, c'est vraiment très, très bien. Et tout ce qui a été dit par rapport à la sécurité d'approvisionnement, par rapport à la place de la Suisse sur le réseau, dans le réseau européen est parfaitement correct. Ce sera aussi nos arguments pour la discussion et pour la campagne. Et en particulier aussi ce que vous avez mentionné en début de votre présentation, l'argument du non-statu quo, qui est particulièrement vrai dans le domaine de l'électricité. C'est pas vrai de dire s'il n'y a pas d'accord, ça continuera comme ça, mais au contraire, la situation va devenir encore plus difficile sur le plan de l'approvisionnement, notamment en hiver, pour la stabilité du réseau. Et puis, comme ça a été dit aussi, sur la capacité de réserve qui devrait être maintenue en Suisse si nous n'avons pas d'accord qui nous permettent justement de voir beaucoup plus large. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup. Et, voilà, je partage parfaitement cette ligne aussi du point de vue de notre branche. Merci. Merci. Je pense que c'est important. Le paquet d'accords a été séparé. L'accord sur l'électricité sera traité séparément et voté séparément. Ça va être un peu un défi parce que, comme ça a été dit, sans l'accord, on n'a pas de statu quo. Mais l'accord apporte une nouveauté. Donc, c'est vrai que c'est plus difficile l'argumentation parce que c'est un changement par rapport à ce qu'on connaît. Et du coup, il peut y avoir aussi une peur plus grande face au changement. Mais c'est vrai il faut vraiment répéter que le statu quo n'est pas possible. Il y a une dégradation des échanges et des possibilités même techniques d'échange d'électricité qui est vraiment problématique et qui ne fait que renforcer, de mon point de vue, mais là, je ne sais pas si Dominique Martin me suivra, les pro-nucléaires qui veulent relancer cette industrie, en tout cas dans l'argumentation. Peut-être juste une question par rapport à cette séparation, justement. Donc, on voterait séparément, oui, mais il y a actuellement encore une discussion sur le timing. Est-ce qu'on voterait aussi après avoir voté sur le paquet? Je crois qu'il y a différentes réflexions qui sont conduites à l'heure actuelle. Où est-ce qu'on en est ici? Alors, visiblement, la majorité souhaite voter séparément, donc après. Ah, donc, Ouais. Moi, je pense que c'est un peu dangereux parce que du coup, ça va être un peu on aura gagné, enfin, j'espère, on aura gagné sur le paquet ouais. principal, hein, ce qui sera très bien. Puis on se dira non, mais il n'y a pas besoin de faire plus. Et puis là, je pense que du coup, ça permettrait, si on vote séparément, bah aussi, malheureusement, je dirais, parce que normalement, je travaille volontiers avec les syndicats, mais dans ce cas-là, je crois qu'il n'y a pas de collaboration possible et je pense que ça leur donnerait la place de faire une campagne très, très forte contre l'accord sur l'électricité, ce que je trouve un peu inquiétant. Mais ce qui permettrait à l'inverse à certains UDC, ok, mais surtout certains PLR et centristes de droite, peut-être de pouvoir soutenir l'accord électricité alors qu'ils auraient peut-être voté contre Peut-être, le mais là, ce qui est paquet important, là. c'est ce que vous disiez, c'est voilà, de là encore réunir toutes les forces et puis de pas tout donner, enfin, il faut tout donner dans le paquet d'accord principal, mais Ouais, de garder encore quelques réserves et que ouais. la mobilisation ne s'effrite pas ensuite après la première votation.
Mais je pense que Tout là, à vous fait. jouez un rôle avec l'AES qui est très important. C'est un Merci beaucoup. élément, merci, effectivement très intéressant. Ça voudrait aussi dire que possiblement en juin 27, il y a une votation sur le paquet de stabilisation, il y a les élections fédérales, et en 2028, on a les votations sur les accords qui permettent de développer les relations, et donc 6 mois ou plus de campagne quasi permanente avec ce sujet. Donc c'est effectivement un grand défi qui nous attend. Ralph, Merci beaucoup, effectivement, Ralph Friedlander. Merci, Madame Mazon, pour l'excellent exposé et pour le rappel qu'effectivement, il n'y a pas de status quo si on refuse cet accord. Il y a encore d'autres aspects qui dérangent du côté de l'UDC. Après avoir insisté qu'il fallait choisir la voie bilatérale, finalement, ils la combattent de facto et ils utilisent des arguments tels que la reprise automatique du droit européen et le fait que le peuple serait privé de certaines décisions. C'est des arguments fallacieux qui reviennent tout le temps. Ma question, c'est comment réussir une campagne qui démontre ces contradictions de l'UDC et comment rappeler qu'effectivement, pour participer à un marché unique, il faut aussi participer à une communauté de droit et que si on ne reprend pas certaines parties du droit européen, eh bien, on arrive à des disparités juridiques qui sont négatives pour nos entreprises et notre économie. Donc là, il y a une espèce de travail de fond qui se fait. Et ce qui m'étonne aussi, c'est qu'on ce processus prend énormément de temps. Euh, donc, effectivement, je suis d'accord avec vous qu'il faudrait essayer d'avoir un traitement relativement rapide au Parlement de ce nouveau paquet d'accords bilatéraux. Alors, ma question, c'est comment vous voulez vous y prendre et comment est-ce que vous voulez faire campagne pour, euh, pour démontrer les contradictions de l'UDC. Merci. Merci beaucoup. Concernant le traitement rapide au Parlement, je pense qu'on est quand même beaucoup tributaire de la majorité aussi bourgeoise. Et là, je sais qu'il y a par exemple une velléité de créer une commission ad hoc qui s'en chargerait, ce qui me semble personnellement plutôt pas une bonne idée parce qu'il y aura toutes les personnes qui auront le plus envie de s'écharper, qui se retrouveront dans cette commission, ce qu'ils pourront faire très longtemps. Euh, mais voilà, ça va être décidé par les majorités. Et puis là, je pense quand même que le positionnement du PLR, il va être central parce qu'on ne sait toujours pas où il se situe. Et en même temps, je veux dire, rationnellement, il devrait soutenir les accords. Euh, et s'il décide de monter à bord, ben là, on a tout à coup une masse critique suffisante pour dire ben, on va vite, on fait ça bien. S'il commence à attaquer toutes les mesures d'accompagnement de la protection des salaires, là, je pense que ce serait beaucoup plus difficile, que ça va se rallonger. Et c'est bon. Après, concernant la campagne, je pense qu'il y a plusieurs moments dans une campagne. Il y a un moment où momentum, on peut expliquer les choses. Et comme vous l'avez dit, ben, démonter les arguments fallacieux concernant la reprise automatique, comme le dit l'UDC, du droit. Puis il y a un moment où c'est vraiment le temps de la campagne, où là, je pense qu'il faut aussi jouer avec les peurs quand même et dire très clairement, ça veut dire l'isolement, ça veut dire une baisse du PIB, ça veut dire des restrictions pour les Suisses qui habitent à l'étranger, ça veut dire un isolement en termes de financement de la recherche. Enfin, je pense que c'est plus le moment quand on est dans la campagne à part sur les plateaux, etc., on peut un peu expliquer, mais il faut être plutôt oui pour des bonnes relations, oui pour une recherche forte, oui pour des échanges étudiants, oui pour la sécurité ou les droits des travailleuses et travailleurs, etc.
Mais bien sûr, voilà, il faut pouvoir montrer qu'ils ont tort. Puis il y a une grande part de croyance. C'est-à-dire que je pense que les électrices et électeurs UDC sont méfiants de l'Europe, et quoi qu'on leur dise. Et donc, on n'arrivera malheureusement pas à les convaincre. Mais par contre, on peut réussir à mobiliser le plus large possible. Et là, de nouveau, le PLR sera très important. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? La semaine passée, avec Elisabeth Schneider-Schneider, on a aussi abordé la question des jeunes, des plus jeunes générations. Je sais que tu es en contact étroit avec votre base, vos sections. Comment est-ce que tu sens la chose auprès des jeunes de votre parti ou des jeunes de façon générale, si on peut parler des jeunes? Euh, c'est vrai que c'est des générations qui n'ont pas vécu de grandes campagnes, de grandes votations sur l'avenir de la Suisse en Europe. Si on parle de notre jeunesse, donc les jeunes qui sont chez nous, je pense que ils se positionnent, oui, elles et ils ont envie de se positionner très clairement à gauche. Donc, je pense que ça va être quand même très tributaire aussi du positionnement des syndicalistes. On peut discuter parce que moi, je pense que typiquement sur l'accord sur l'électricité, je ne partage pas les arguments, mais je pense que là, ça va être plus difficile de convaincre les plus jeunes parce qu'il y a ce terme de libéralisation du marché qui va planer sur la discussion et qui va être très dur. En fait, c'est un terme qui fait peur et après, on doit répondre par des arguments rationnels, comme on le disait avant, et ça ne va pas être facile, à mon avis. Et c'est pour ça qu'on a essayé dès le début qu'il n'y ait pas qu'une voix à gauche, pour qu'il n'y ait pas une monopolisation de la position de gauche sur cette question-là. Après, sur la question du paquet d'accords, je pense que là encore, j'aurais tendance à dire que les jeunes sont plus ouverts parce que c'est leur réalité quotidienne. Ils n'ont pas connu le temps des initiatives Schwarzenbach et de ce rejet des personnes qui viennent de travailler depuis l'Europe, même s'ils ont construit toutes nos infrastructures. Euh, donc, je pense que pour eux, ça fait partie de la réalité. Mais là encore, ça va être très important que les mesures d'accompagnement soient garanties. Et ça, je pense que c'est un message qu'on doit aussi pouvoir faire passer, c'est que pour avoir une bonne acceptation sociale large, c'est important qu'il y ait des bonnes mesures d'accompagnement. Ce sera d'ailleurs aussi le cas sur l'accord sur l'électricité. Enfin, il y a encore des questions quand même qui se posent sur le financement des énergies renouvelables et les mécanismes de soutien aux personnes individuelles, notamment pour le solaire, etc. Et tout ça, c'est des questions qu'on doit régler dans une loi de mise en œuvre. Il ne faudrait pas que ce soit un prétexte pour certains qui étaient déjà contre certaines mesures pour les restreindre. Merci, Dominique. Le son est coupé. Excusez-moi, si je veux juste compléter ce que vient de dire Lisa Amazon, on doit peut-être aussi du côté pro-européen apprendre un peu de la technique rhétorique très avancée de l'UDC qui n'arrête pas de parler de contrats de soumission, etc. Alors nous sommes vraiment, nous avons vraiment décidé maintenant de ne plus parler de libéralisation, d'ouverture du marché, mais de libre choix des consommatrices et consommateurs. Et c'est vraiment ce que c'est, parce que comme vous l'avez dit, la majorité des consommateurs ne vont pas changer. Et typiquement pour les jeunes, si on leur dit, mais écoutez, vous pouvez choisir votre abonnement de téléphone mobile, votre assurance maladie, etc., mais pas votre fournisseur d'électricité. En plus, vous êtes soumis vraiment à son dictat par rapport au prix de reprise du solaire. C'est un autre sujet, mais on peut l'utiliser aussi dans la campagne. Et là, on peut changer si on veut. La majorité ne va pas changer. Notre sondage le montre parce qu'il y a quand même, c'est pas la même dimension que pour les assurances maladie. Enfin, quand même, fondamentalement, c'est une question de libre choix. Alors, arrêtons d'utiliser, nous tous, hein, d'utiliser, nous aussi, hein, la libéralisation, l'ouverture du marché, mais on doit plus se forcer à parler plus que de la liberté de choix des consommatrices et des consommateurs. Et déjà ça, si on y arrive, comme l'UDC avec son contrat de soumission, ça fera peut-être avancer un petit peu les choses. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Après, est-ce que c'est le bon mot? On peut réfléchir, mais en tout cas, je suis d'accord avec ça. Surtout que le terme libéralisation, il donne l'impression qu'on va vendre nos barrages, qu'on va vendre nos Oui, oui, infrastructures, exactement. ce Ça, qui est c'est vraiment faux. important.
ce qui est vraiment purement faux, ou à moins que les... Non, non, c'est vraiment faux, c'est Enfin, c'est objectif. faux, à moins que, disons, qu'il y ait une décision des collectivités publiques de le faire. Elles pourraient déjà le faire aujourd'hui, elles pourront le faire demain, et elles n'ont aucun intérêt à le faire. Donc, je pense que là, c'est vrai que ça porte à confusion sur ce que ça signifie exactement. Et si on reste aux questions de terminologie, est-ce que tu as une préférence? Euh, on l'appelle comment ce paquet? Elisabeth est venue avec pour elle, c'est un paquet de stabilisation. Économie suisse et libérale, les accords bilatéraux 3. Est-ce qu'il y a une préférence de ton côté ou du côté des Verts au nom du bébé? Je pense bilatéral 3, c'est bien parce qu'on connaît les bilatérales. En même temps, ça va quand même un peu plus loin que de la stabilisation, typiquement sur l'accord sur l'électricité, pas qu'on dise d'un côté, alors Oui. même si c'est une forme de stabilisation, mais qu'on prépare déjà le deuxième coup. Bilatéral 3, ça me semble bien. Mais Mais oui, on je trouve sait que aussi qu'il faudrait se réunir autour d'un Se terme. mettre d'accord. pardon, et on sait que l'UDC reproche déjà à la SSR d'utiliser le terme de bilatéral 3, Oui. juste en passant. C'est déjà un peu guéfert. C'est vrai que stabilisation, là, c'est plus dur d'être contre, parce que c'est objectif en stabilisation, mais bilatéral, on est quand même d'accord qu'il y a un petit peu une. Voilà, ça dit ce que ça veut dire, mais il faut peut-être quand même faire. On sait que les autres vont en profiter du fait qu'on utilise ce terme. Ils vont pouvoir nous attaquer. Mhm. Mais c'est clair, on va l'utiliser. Voilà, il y a une autre proposition dans le chat. Souveraineté, ouais, pourquoi pas, 2.0. ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'il y a une dernière question? Alors, je vérifie juste, mais j'en vois pas dans le chat et je vois pas de main levée. Euh, dans ce cas-là, merci beaucoup. Je crois que c'est la pause de midi. L'idée, c'est d'avoir un format qui est court et concis. C'était très instructif. Lisa, merci beaucoup pour ton intervention et ces éclairages sur ta position, la position des Verts. Merci effectivement aussi à ce titre pour votre engagement pour l'entier du paquet, y compris cet accord sur l'électricité. On a encore beaucoup de travail à fournir. On se réjouit de la collaboration. Je te remercie et puis j'encourage aussi toutes celles et ceux qui sont là avec nous aujourd'hui de nous retrouver la semaine prochaine avec Cédric Vermouth. Je pense qu'on aura aussi quelques questions à lui poser et ça sera naturellement aussi intéressant de l'entendre lui sur ce dossier. Et à la rentrée, on poursuivra avec les Verts libéraux, avec le PLR, j'espère, avec le Parti évangélique pour faire le tour des partis avant de poursuivre la route et continuer notre campagne en faveur de ce paquet d'accords. Donc, merci Lisa d'avoir pris le temps Merci aujourd'hui. à vous toutes et tous. Merci pour l'invitation, pour la participation et du coup, à bientôt pour cette campagne de longue haleine. Exactement, et bon Merci beaucoup. appétit, bon après-midi. Au Je te dis revoir. à Merci, bientôt. au Merci, au revoir. revoir. Merci Merci. beaucoup.